À toutes et à tous, OTEP et bienvenue dans cette édition de votre émission Retour aux sources africaines sur les antennes de Kemet Télévision, où nous explorons les profondeurs de notre héritage spirituel, culturel et même philosophique. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de poursuivre cette collaboration précieuse avec le centre culturel Bombambok, situé ici même à Yaoundé, au Cameroun. Collaboration autour de l'œuvre fascinante Au son des pas du chat, œuvre écrite par Ngo Issi, avec la contribution magistrale de Maître Nouga, l'ancien. Dans l'acte précédent de cette émission, nous avons longuement exploré la nature du chat, cet animal énigmatique et sacré, et son rôle fondamental dans la spiritualité humaine. Mais aujourd'hui, nous tournons notre regard vers son congénère majestueux, le lion, roi incontesté de la forêt et symbole ultime de la puissance et de la souveraineté. Pourquoi le lion est-il tant vénéré dans nos traditions? Comment incarne-t-il la force, la sagesse et l'autorité? Ce sont des questions qui guideront nos échanges dans cet acte 3 de la thématique Au son des pas du chat. Restez avec nous pour cette immersion captivante au son, au cœur des mystères du lion et de son rôle dans nos cultures ancestrales. Ça me permet également de recevoir mes invités du jour. Je commence toujours par la princesse Ngo Issi, la fille de Issi. OTEP est très bienvenue, ma soeur. Merci OTEP à tous. Comment ça va? Ça va très bien. Le week-end a été oui. Plein d'activités au village. Plein d'activités traditionnelles. Même comme Kemet TV pour cette fois n'a pas été invité. Très prochainement. N'est-ce pas, et diffusé sur nos antennes. Très prochainement, je le promets. D'accord. Maître OTEP est bienvenue. OTEP, merci beaucoup d'être là. Je suis très heureux de participer à cette émission d'éveil. J'espère que toute l'Afrique, toute la communauté noire, tous les peuples noirs vont prendre conscience de la nécessité de revenir à nos valeurs civilisationnelles et qu'il y a des espaces de conquête de connaissances. C'est ce que nous partageons ici. Voilà. Donc c'est un plaisir immense pour moi de vous recevoir dans cette autre sortie de l'émission Retour aux sources ancestrales négro-africaines. Désormais, c'est comme ça que l'émission s'intitule. Oui, de toute façon, c'est ça l'ambition. Et ce retour signifie non seulement la connaissance de la civilisation et de la vision du monde de nos ancêtres, la vision du monde originaire de nos ancêtres, mais également la réappropriation de cette vision du monde pour sa mise en œuvre. Parce que je suis inquiet de l'évolution civilisationnelle du monde. Il est clair que le monde va vers la perte complète de l'humanité, peut-être même de l'humanisme, avec des valeurs complètement inhumaines. Et il y a dans la connaissance de l'Afrique, dans la science africaine, dans l'histoire africaine, dans la pensée africaine, des portants sources de réappropriation de la civilisation. Donc il faut que l'humain construise la civilisation de demain à partir des sources originales, je veux dire des sources originelles, parce qu'il faut le dire, c'est la civilisation africaine qui est la civilisation originelle de l'humanité. Elle a été inversée, c'est pour ça qu'il faut revenir à l'originel. Et notre sœur Ngossi a commis une œuvre extraordinaire dans ce sens. Il y a d'autres œuvres qui sont... Donc je souhaite que... je vous félicite d'abord de l'initiative, du regard que vous posez, et que nos téléspectateurs aussi continuent à nous écouter, à nous suivre et surtout à se réapproprier l'Afrique originelle. D'accord, maître, je reste avec toi parce qu'il faut dire que cette émission justement est produite en étroite collaboration avec le centre culturel Bombambok. Alors, tu vas nous en dire davantage sur le centre et quelles sont les activités, n'est-ce pas, qui animent ce centre-là en ce moment. Le centre est focalisé sur la connaissance et la réappropriation de la vision du monde originelle négro-africaine. Et cette vision du monde, justement, c'est elle qui a fait l'objet de l'inversion. Donc, pour ce faire,
nous étudions l'histoire, l'anthropologie, les sciences africaines, nous étudions les technologies africaines, nous étudions les langues africaines. D'ailleurs, c'est à partir des langues que nous trouvons les sources les plus importantes de la connaissance, parce que les langues africaines sont les premières langues, il faut le dire, de l'être humain. C'est les premières langues que l'humanité a explorées, et ce sont les langues à partir desquelles toutes les langues qui existent aujourd'hui se sont formées. C'est pour ça que donc nous étudions ces langues, mais on ne s'arrête pas là. On fait la mise en œuvre, c'est-à-dire la mise en œuvre des sciences. Vous savez, les sciences comme la science du tissage. Et vous voyez, nous portons ici des tissus qui sont complètement africains, fabriqués par l'Afrique, dans la rithologie africaine, parce que tout est ritualisé en Afrique, parce que l'Afrique ne sépare pas le spirituel du reste du monde, tout est ritualisé. Donc, nous implémentons l'archéologie, nous implémentons l'architecture, la culture, la forge, l'histoire et toute l'Afrique. Donc, je pense que nous allons faire peut-être une émission spéciale pour nous permettre, au Centre culturel Bonbambok, pour nous permettre d'être encore plus visibles pour nos téléspectateurs. Et surtout, nous voulons absolument indiquer à tous que la souveraineté est l'essence même de la civilisation. Et que c'est par la réappropriation de la civilisation, de la souveraineté africaine, à travers justement toutes les connaissances africaines, c'est-à-dire notre agriculture. Il faut cultiver nous-mêmes ce que nous mangeons. C'est un peu cela, et nous faisons des travaux sur les graines, des travaux sur l'architecture, des travaux sur tous les aspects de la société africaine, de la vie sociale en Afrique. D'accord. Et nous espérons que vous nous permettrez dans l'avenir de présenter ces travaux à nos téléspectateurs. Bien entendu, je le permettrai volontiers, maître, il n'y a pas de souci. Alors, Massango, ici, tu nous as gratifié à la dernière émission de tes connaissances, justement, sur une des thématiques de ce livre, Au son des pas du chat, et tu nous as justement parlé du chat et de ses mystères. Nous avons parlé de la tête du chat, nous avons parlé des yeux du chat, nous avons parlé du nez et de l'importance du nez du chat. C'est les moustaches également, en passant par ses croûtes et autres. Vraiment, en 30 secondes, tu vas nous faire un petit résumé avant qu'on entre dans le vif du sujet, parlant de son congénère du chat, qui est le lion, justement. Oui, merci. Le récapitulatif que je peux faire, on a juste brossé parce qu'on ne peut pas tout dire. Le livre est là pour donner les détails, mais comme on a parlé aussi des oreilles du chat, il en a 4. On en a parlé, on a essayé de montrer, de donner l'illustration et donner le rôle des oreilles. Chaque paire d'oreilles a son rôle. Et on a parlé aussi des crottes qui sont c'est un peu curieux que le chat, avant de déféquer, il cache rapidement parce qu'il sait l'importance de ces fesses, si on peut appeler ça ainsi, parce qu'il y a des particules dans ces fesses que s'il le laisse, il est conscient, s'il le laisse à la portée de l'humain, l'humain est capable de décimer toute une société, raison pour laquelle il les cache. Mais il faudrait essayer de fouiller dans le secret des ancêtres, parce que les crottes de chat ne sont pas seulement pour faire du mal, ça soigne aussi. Bon, je vais juste brosser. Je pense que j'ai aussi parlé des yeux. Quand l'iris, là c'est l'iris. Quand il se dresse, ça veut dire qu'on est en plein soleil, on a midi, etc. Oui, il y a aussi que vous avez démontré que le chat était plutôt un animal introverti. Oui, je disais donc, j'étais en train de chuter pour dire, en grosso modo, le chat c'est un lion, mais un lion
calme, doux, naturellement. Mais quand il se sent attaqué, il ressort donc sa puissance qui est plutôt interne. Le contraire de son congénère, le lion, lui, sa force est externe. C'est-à-dire quand on sent la présence d'un lion dans une forêt, mais c'est à pas mesurer qu'on entre dans cette forêt-là, on ne peut même pas parler fort parce qu'on a peur de la terreur de du congénère, du chat. Donc, la leçon est juste pour dire, c'est une dualité. Hein. La nature elle-même, c'est une dualité. Il faut avoir le calme et il faut avoir le puissant pour que ça fasse un certain équilibre. Je ne suis pas dans l'aspect de dire que tel est mauvais, tel est bien. C'est juste pour qu'on montre l'équilibre donné par celui qui a façonné son monde. Moi, je ne sais pas, je ne connais pas son nom, je ne peux pas le citer. D'autres appellent Dieu, certains appellent... mais c'est lui qui a donné sa puissance pour créer tout ça et que nous, l'humain, on parvient quand même à critiquer. Parce qu'on dit souvent le lion, oh, il est brut, le chat, oh, il est doux. Non, c'est la dualité. Bon, mais si on entre maintenant au niveau du lion, puisqu'on oui, justement, c'était un récapitulatif. On va entrer proprement dans la thématique du lion. Le maître voulait mettre un mot et à la régie, je ne sais pas si l'image du lion est déjà disponible. Après l'intervention des maîtres, justement, on va mettre, n'est-ce pas, on va montrer comment la majesté du lion, comment est-ce qu'il marche, comment est-ce qu'il est charismatique, comment il est imposant, pour illustrer, afin d'entrer véritablement dans le sujet. Mais avant même que maître ne prenne la parole ici, cette émission porte beaucoup d'intérêt auprès des Africains. Et beaucoup, dans les commentaires, disent que tu es très mystérieuse, qu'on a l'impression que tu ne veux pas, tu fais semblant de dire quelque chose, mais à la fin, tu ne vas pas au bout de ta pensée, ce qui fait qu'ils ne comprennent pas totalement ce que tu veux dire à la fin. Oui et non, parce que quand on est, je ne suis pas spirituel, mais je marche avec les spirituels. D'accord. On parle en parabole, c'est-à-dire les discours spirituels ne sont pas directs. Peut-être c'est ça qui fait le défaut, parce que c'est un peu nouveau pour nous autres. Je me mets à la peau des autres. On ne pourra pas dire le lion, on appelle lion. Comme l'autre jour, j'avais dit le lion, on l'appelle chez nous yomaton, pour indiquer quelque chose de bigarré. Ça veut dire le lion. Quand quelque chose est sacré, on ne le prononce pas directement, on contourne pour montrer la sacralité de cette chose. Peut-être mon langage est un peu, même en bassa, on dit toujours que ça veut dire qu'elle parle toujours en parabole, dis-nous ce que tu veux dire. Mais non, mais moi c'est ma façon de parler. À nous, à chacun de nous d'essayer de percer ce mystère-là. Percer ce mystère, parce que l'Afrique en elle-même c'est tout un mystère. D'accord. La vie d'un Africain même c'est tout un mystère. D'accord. Bon, mais si quelqu'un est coincé par rapport à une ou telle question, il ne faut pas hésiter de me poser la question, parce que le plus souvent, je parle, je me dis que tout le monde est à mon niveau de compréhension. Bon, malheureusement, si quelqu'un est coincé, il peut me poser la question, je peux répondre terre à terre. D'accord. J'admire ta modestie lorsque tu dis que tu n'es pas spirituel, mais je peux affirmer ici que tu es même très spirituel, parce qu'au-delà de dire... Sur la pratique, ça se voit. D'ailleurs, tu sors d'une grande cérémonie du côté de Bassa, là-bas, où tu as participé grandement, n'est-ce pas, à la réussite de cette cérémonie, à partir de la pratique même spirituelle. Donc, j'admire ta modestie. Alors, maître... Mais je pense que c'est une modestie qui va en droite ligne, en fait, de la civilisation africaine. L'Africain n'est pas un pédant. Voilà. L'Africain est toujours un homme mesuré. Et d'ailleurs, vous savez, on avait discuté le titre de ce livre, Au poisson des Padchas. De même, elle a soulevé quelque chose qui est un trait de caractère de l'Afrique, de la civilisation africaine, la question de l'équilibre. Plutôt que d'imputer du mal ou du bien à qui que ce soit, l'Africain recherche l'équilibre. Parce qu'en fait, ce qui
construit cet équilibre. Et lorsque nous allons voir, je suis sûr qu'on va le voir en examinant le lion et le chat, on verra bien que ces deux êtres de la même nature, littéralement, mais il y a un qui se comporte de manière en quelque sorte douce, alors que l'autre exprime sa violence. Pourtant, la violence, aussi on peut l'appeler comme ça, parce qu'au final même, c'est pas de la violence. Voilà. Il exprime son être tel qu'il est. L'état d'esprit qui le caractérise. L'état d'esprit qui le caractérise. Et cette dualité qui a été évoquée fait justement partie des éléments qui constituent, des éléments fondamentaux qui constituent la civilisation africaine. La compréhension de la dualité. Cette compréhension ne permet pas de faire comme les civilisations qui nous dominent aujourd'hui, des combats entre le mal et le bien. Mais cette dualité permet d'élever et de construire l'équilibre en permanence. Donc c'est un peu ce que je pouvais ajouter à ce propos. D'accord. Nous allons prendre justement l'image du lion pour illustrer sa puissance, son autorité, son charisme, et ça va nous permettre d'entrer justement dans le vif du sujet. Donc nous prenons l'image et puis on se retrouve juste derrière. Si l'image n'est pas prête, on va prendre celle du chat. On va prendre celle, voilà. Le voilà, le charismatique. Vous voyez l'une des choses. Oui, bien sûr, on peut commenter pendant que l'image passe. Qui le caractérise, c'est une certaine solitude. Mais en fait, il n'est jamais seul, le lion. Quand il est là, il est en connexion avec sa famille. Parce qu'en fait, mais ici, il est venu chasser. Et vous remarquez bien que la savane est complètement vidée. Tant pis à celui qui pourrait s'approcher. Une démarche majestueuse. Voilà, c'est la majesté. Sa majesté, le lion. Voilà. Merci beaucoup à la régie. On va prendre également celle du chat, pour voir s'il peut avoir des similitudes justement entre, voilà, celle du chat. Vous regardez, on a l'impression qu'il tâte le sol. La délicatesse avec laquelle il poser le pied par le sol. Voilà. Et faites attention quand il prend de la vitesse. il est très rapide. Voilà, très rapide. L'Africain a beaucoup pris dans ses gestes et dans le potentiel de cet être. Nous sommes là véritablement au son des pas du chat. Voilà, très bien. Alors, ici, nous allons essayer de donner des explications sur ce qu'ils ont pour l'humain dans l'ordre ancestral naturel, comme le dit si bien l'ouvrage. Le lion. Le lion, mais on commence un peu par le chat. D'accord, d'accord, finissons avec le chat, voilà. Vu sa démarche, ça montre un être posé, mesuré, sûr de lui, parce qu'il sait qu'il a un pouvoir. Et ce n'est pas le bruit qui lui permet de mesurer. De s'affirmer. De s'affirmer, de savoir qu'il a un pouvoir qui peut peut-être même dépasser celui du lion. Parce que, pourquoi? Parce que quand quelqu'un est calme, on appelle toujours les doux. Mais la personne qui est douce est très très dangereuse. C'est la personne qui parle moins, qui fait moins du bruit, et la personne qui, entre-temps, tue plus que la personne qui fait beaucoup de bruit. Comme on dit souvent avec l'eau, on dit souvent que l'eau calme est très dangereuse et très très profonde. Donc on mesure ça à la démarche du chat. Maintenant, la démarche de frère lion, comme on l'appelle chez nous, Djeke, c'est-à-dire frère lion, lui, il se suffit. Sa démarche montre un être vraiment accompli. Il se sent presque arrogant. Presque un peu arrogant. Mais en fait, c'est son esprit
qui est plus fort que son physique. C'est ça. Or, le chat, son physique est moins fort que l'esprit. C'est du lion. Alors, la leçon je peux un peu aller au niveau, à ce niveau-là. Bien parce entendu. que si on prend ces exemples, c'est pour que l'humain essaye de copier. L'humain essaie de copier l'exemple entre ces deux congénères. Donc, il y a des personnes plus bruyantes. Il y a des personnes plus fortes extérieurement. Mais... Qui au fond... Bon, on ne sait pas leur fond, mais je me dis qu'ils exposent tout ce qu'ils ont. Quand tu le vois, tu sens que ça, c'est un fort. Mais à la fin, est-ce que cette force lui apporte quelque chose de bon? Le plus souvent, non. Le plus souvent, non. Ce qui concerne les humains. L'exposition de la force. Oui. L'exposition de la force n'est pas toujours bénéfique à l'humain. Même à ce lion, ce n'est pas toujours bénéfique. Parce que le plus souvent, quand il s'approche, toutes les proies se cachent. Parfois, il rentre bredouille de sa chasse. Pourquoi? Parce qu'on a peur de lui. Il impose son pouvoir, sa force. Or, le chat, quand il chasse, parfois, il attrape une souris, la souris s'échappe. Qu'est-ce qu'il fait? Il s'assoit, il est patient. Un temps de mouvement, tu vois la souris revenir, mais après 30 minutes, vous dites que voilà, je me suis échappé. Qu'est-ce qui se passe? Il saisit cette fois-là une autre occasion. Ça montre que si le chat n'était pas patient, il ne devait pas avoir la même souris qui s'est échappée. Donc c'était juste l'illustration que je pourrais apporter par rapport à la démarche des deux. D'accord. Juste un peu. Hein. Maître, je vais lire un extrait parce que le plus important en les comparant, c'est de tirer une leçon de vie pour nous les humains. Je vais lire un extrait avant que tu ne prennes la parole. À l'origine, le lion était blanc, tout blanc, aussi blanc que neige, mais aucun animal de la forêt n'eut de paix tant que le grand lion n'avait pas encore été désigné, le guide des animaux. Chaque fois qu'il se trouvait devant une civette, il la provoquait en disant: Civette, en quoi pourrais-tu te comparer à moi? Civette lui répondait: Mon père, quelle palabre y aurait-il donc entre nous? Laisse-moi passer, dit la civette. Frère lion reprenait en forme moqueur et de défi: Yog, yog, yog. Ça, c'est en bas ça. 3 points de suspension. Yog, yog, yog. En fait, c'est un onomatopée. Voilà. Où prétends-tu aller? 3 points de suspension. C'est moi, ton géniteur. Le tu seulement? Je m'arrête là, hein, maître. Oui, en fait, c'est une épopée qui est reprise là pour dire les évolutions et les difficultés que le lion a eues dans sa vie. Parce que à force justement de jouer de la force, il provoquait tout le monde, il agressait jusqu'à l'éléphant, et il le tuait, il se permettait tout. Alors les animaux se sont dit, ben écoute, on ne peut pas vivre en paix avec ce monsieur, qu'est-ce qu'on va faire? Ben donnons-lui tous les pouvoirs. Mais ça ne lui suffisait pas d'avoir le pouvoir, il fallait encore physiquement attraper. Et puis, les Allemands se sont ligués contre lui. On lui a jeté une maladie. Et dans sa maladie, il s'est vu mourir. C'est là où toute la gente animale est venue en forêt pour le sauver. Et pour le sauver, parce qu'en fait, il avait perdu son beau plumage blanc, il avait tout, les poils s'étaient tombés, il était rempli de gales partout. Et il ne pouvait plus chasser, il mourait de faim. C'est toute la gente animale est arrivée pour le sauver. Et il lui a dit: frère lion, écoute, c'est vous le roi. Cessez de vous comparer à qui que ce soit, on vous donne tout. Et on lui a donné tout. On lui a refait une peau. Par exemple, la peau n'était plus blanche comme neige. Elle était devenue une peau tachetée, comme on connaît. Avec une grosse crinière. Avec une grosse crinière, etc. Et on lui a dit, et c'est là le plus important, vous n'aurez plus besoin de chasser. Nous, on va chasser et chacun de nous vous donnera une parcelle de sa chasse. Alors, flatté comme ça, il a accepté. On lui a donné de la puissance.
Mais avez-vous jamais vu un animal aller donner le fruit de sa chasse à un Du lion? tout. Jamais. Donc il est resté toujours quelqu'un qui se bat lui-même. Donc c'est un mauvais chef. C'est un chef qui n'a pas en fait le tribut de la direction de son peuple. Et il faut faire attention parce que nous avons beaucoup de chefs comme ça qui sont obligés, ils se disent qu'ils sont chefs, mais en réalité, personne ne lui apporte le tribut du chef. Et donc pour dire qu'en fait, il aurait pu rester plus humble, on lui aurait donné tout, y compris le tribut de chasse de tous les animaux. D'accord, d'accord. Je vais un peu Oui, ajouter quelque chose. Parce que si les animaux se sont réunis, c'est parce que quand le frère lion s'est senti abandonné, il n'est pas resté parce qu'il était fort. Il s'est mis à pleurer. Oui. Il s'est mis à implorer le pardon de son peuple qu'il a offensé, que pardon, vous me laissez mourir. Ne me laissez pas mourir, je suis votre frère, ainsi de suite. Et c'est en ce moment que la gente animale a compris que non, quand même c'est notre frère, on ne peut pas le laisser mourir. C'est en ce moment qu'ils se sont réunis comme Maître l'a si bien dit. C'était une parenthèse qui est très importante parce que dans la vie, même si on demeure fort, à un moment donné, on a besoin des autres. Il faut savoir se remettre en question, oui. Parce qu'il s'est remis en question et son peuple l'a pardonné et son peuple lui a donné le pouvoir malgré que ils n'ont pas tout, parce que qu'est-ce qui fait qu'il n'a pas eu le tribut? Parce qu'il continue à être violent. Aucun animal ne peut aller donner le tribut de chasse au lion sans être mangé lui-même. C'est ça qui a fait qu'il est resté chassé lui-même parce qu'il est. Est-ce pourquoi on a tendance puissant et méchant. Est-ce pourquoi on a tendance à voir toujours le lion comme solitaire? Oui. Comme l'image qu'on a vue tout à l'heure. Oui. Parce que quand nous marchons ensemble et qu'on a le sentiment qu'à côté de nous, on ne voit plus nos frères, on a toujours tendance à regarder de gauche à droite pour savoir où ils sont. Oui. Mais le lion, quand il marche, il donne l'impression d'être solitaire. Il ne regarde pas à gauche ni à droite. On va même reprendre l'image là pendant que... Et il se sent à l'aise. À l'aise. Il ne cherche pas à savoir si ses frères sont là. Exactement. Il faut peut-être ajouter que cette maladie, c'était pas une maladie naturelle. Vous voyez, lorsqu'il marche, il ne regarde pas à gauche ni à droite pour savoir si il a des frères ou des sœurs avec lui. Et on a l'impression qu'il se sent à l'aise dans cette solitude-là. Oui, maître. Voilà. Donc, je dis, la maladie qu'il a eue pour attirer la pitié de la gente animale, c'était une maladie provoquée. Pour dire que lorsque vous offrez votre puissance à l'extérieur, votre grande force, il faut faire attention. Parce que vous attirez le malheur. Mais si vous êtes trop fort, mais écoutez, vous serez très faible devant un peu. Qui lui avait transmis la maladie? C'est le crapaud. C'est un petit animal comme ça, là, le crapaud, qu'il néglige, qu'il méprise, mais qui s'était coalisé avec le reste de la gente animale pour aller lui injecter un petit truc, pour dire que, écoutez, monsieur, c'est pas comme ça qu'on se comporte. Donc, pour aussi en appeler à l'humilité. L'humilité est une grande valeur, est une grande caractéristique de la civilisation africaine. D'accord. En comparaison justement avec le chat, en quoi est-ce que le lion se distingue spirituellement du chat, par exemple? Oui. Là, on entre un peu sur le plan spirituel. Le lion, vous savez, le pouvoir, même celui qui a créé le monde, il a utilisé le pouvoir. Mais ce n'était pas un pouvoir qui devait détruire, c'était un pouvoir pour façonner et donner la vie. Raison pour laquelle vous voyez la peau de la panthère. Parce que chez nous, quand on dit ndé, le ndé qu'on parle en Afrique, ce n'est pas le ndé qu'on a vu tout à l'heure, mais c'est la peau, là, la peau qu'on a donnée au lion, une peau tachetée. Il y a seulement 2 taches sur la peau de... Vous avez ça dans le livre. Il y a seulement deux sur la peau du lion? 2 taches. Oui.
blanche et noire. Ça veut dire que la vie en elle-même, le pouvoir est soit blanc, soit noir, ou voire même les deux. Raison pour laquelle tous les initiés africains noirs portent des peaux de panthère. Parce que dans cette peau de panthère, il y a le pouvoir donné par tous les animaux à Frère Lion le jour de son intronisation. Parce que quand il avait la peau blanche, bon, il était beau, il était grand, mais il n'avait pas ce pouvoir. Dépourvu de ce pouvoir-là. Non, il avait un pouvoir que... Mais qui ne se manifestait pas. Non, il avait un pouvoir, son pouvoir naturel. Mais ce n'était pas un pouvoir donné par sa famille, donné par la gente. Raison pour laquelle la gente avoue que non, quand c'est blanc, ce n'est pas bien. Eux-mêmes, ils ont réfléchi, les initiés de cette gente animale se sont concertés. Ils ont vu qu'on met le noir. Le noir incarne quelque chose dans le pouvoir africain. Le blanc également incarne quelque chose sur le plan africain, sur le plan négro-africain. Je dis que ce soit au Cameroun, que ce soit n'importe où, même dans l'Afrique blanche. On met la peau de panthère et la spécialité c'est que c'est bigarré, deux, pas plus, blanc. C'est-à-dire cette dualité-là qu'on a convoquée même la semaine dernière. Et quand vous voyez le chat que j'ai choisi, nous avons choisi sur la couverture, ce n'est pas n'importe quel chat. Le chat-ci, vous voyez que ce chat a à peu près les taches de panthère. Les taches de panthère. Il est tacheté. Et la qualité de chat, c'est plus puissant que tout le reste, que le chat tout noir, que le chat tout blanc, que le chat qui est un peu blanc là, le chat blanc. D'accord. Ce chat est plus Parce que celui-ci précisément a pratiquement la peau de panthère là. À peu près. Ce n'est pas le hasard. D'accord. Bon, même chez les blancs, il y a les albinos. Donc, même chez les animaux, il y a les albinos. Comme je prends un peu le porc-épic, il y a un porc-épic albinos, très mystique. Bon, ça c'est en passant. Il y a même des chiens qui sont albinos jusqu'au museau. Oui. La raison ne sera pas donnée tout à l'heure. D'accord. Mais je dis seulement que la peau de la panthère dont on parle ici, c'est une peau qui a été donnée par le peuple. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toi, le chef, toi, n'importe qui est au-dessus, soi-disant au-dessus du peuple, attends que c'est le peuple qui te donne le pouvoir. C'est ce pouvoir qui va les guider. C'est le pouvoir que le peuple te donne qui va te guider. Qui va guider le peuple. Cette peau-ci là. Cette peau-ci. Oui. Qui va donner le... Voilà, c'est ça. Donc c'est ce pouvoir que le peuple te donne. C'est ce pouvoir que tu vas guider le peuple. C'est avec ce pouvoir que tu vas guider le peuple. N'amène pas ton pouvoir, soit blanc, soit noir. Ne choisis pas ton pouvoir pour guider un peuple. D'accord. Attends que le peuple te donne les attributs. Et avec ces attributs, tu peux les guider. Parce que ça émane d'eux-mêmes. Le peuple n'accepte pas d'être imposé. Parce qu'on est fort. D'accord, maître, toujours sur le plan de la spiritualité, avant de revenir sur la symbolique du lion sur le plan sociétal. Oui, écoutez, je crois que notre sœur ici, Ngossi, a révélé quelque chose de très important. Vous savez, on a retrouvé depuis l'Égypte ancienne, puisqu'on dit que nous venons d'Égypte, tous les grands prêtres, tous les pratiquants de la spiritualité avérée étaient porteurs d'une peau tachetée, d'un animal tacheté. Et ce n'est pas gratuit. Parce qu'en réalité, l'évocation de la spiritualité renvoie à l'évocation de l'origine. On en a parlé un peu dans notre histoire, dans une émission sur l'histoire. Et comme elle vous a indiqué, ces deux éléments qui constituent qui représentent cette spiritualité sur la peau de l'animal tacheté. Ce n'est pas trois. Pour dire que nos origines
ne partent pas de la bonne, je veux dire, de l'existence de plusieurs sortes de choses, d'un pluralisme, mais tout simplement d'une dualité. Et c'est cette dualité qui se manifeste dans l'existence homme-femme. Le bon, le mauvais, le bien, le mal, le yin et le yang. C'est pour indiquer, par rapport à l'Africain, qu'il n'est pas possible de militer dans ces religions qui ont pour mission de mettre fin à l'existence du mal. Parce que dès que vous luttez contre le mal, eh bien vous exposez l'existence même du bien. Parce que il n'y a plus de dualité. Or, vous voyez bien que cette dualité, elle a inspiré les cultures asiatiques avec le yin et le yang, comme vous avez évoqué. Mais comment voulez-vous créer une civilisation aujourd'hui sans dualité? Voilà. Et même si on regarde comment on appelle les inventions humaines, les inventions les plus pointues sont fondées sur le principe de la dualité. Vous savez, l'ordinateur, c'est 1 et 0. C'est pour vous dire, parce que vous voyez bien que je pars de la question de l'origine qui est prétendument la seule vraie question spirituelle, pour arriver à la technologie. Pour vous dire qu'il n'y a pas de technologie possible sans spiritualité. Il n'y a pas de politique possible sans spiritualité. Il n'y a pas d'économie possible sans spiritualité. Il n'y a pas de philosophie possible sans spiritualité. Donc cette civilisation qui nous présente la philosophie comme étant distincte des questions spirituelles, en réalité c'est une civilisation inversée. C'est pas une vraie spiritualité, c'est pas une vraie spiritualité, c'est pas une vraie et bonne civilisation. Nous devons absolument savoir que nous autres Africains, si nous sommes de la dualité, nous sommes de l'origine. La dualité, ça va être nécessaire pour exprimer nos capacités d'invention. Lorsque le lion était tout blanc, il ne pouvait pas se faire appeler le roi de la forêt. Il était une seule face de la pièce. C'était une seule face de la pièce à ce moment-là. Et depuis qu'il il est acheté, il est devenu le roi de la forêt. Vous voyez? Donc, et ici, il faut peut-être aussi préciser, nous parlons en langue française. Donc, quand on dit le lion, en fait, dans la plupart des langues africaines, ça ne correspond pas à l'animal que nous avons vu. D'accord. Parce que l'animal qui est visé ici, c'est un animal tacheté. Donc ça peut être une panthère, ça peut être... Mais à l'origine, ce sont tous les félins ou les... c'est les mêmes animaux. Si vous voyez tous ces félins, dans ma langue, c'est Ndjé. Si vous allez à l'ouest du Cameroun, c'est un Z. Si vous allez chez les Bétis ou Ekan, c'est Zé. Alors, il y a des types de Zé. Il y a le Mbondondjé, le Bandjé. Donc, tous sont des Ndjé. Et ce que nous référons quand nous parlons du lion ici, c'est le Ndjé. Alors, c'est pas le lion. Le lion, c'est une forme de Ndjé et qui est dit dans ma langue Mbondondjé. Mais nous parlons du Ndjé qui n'est pas seulement le Bandjé, mais qui est Ndjé, c'est-à-dire l'origine de ce félin. D'accord. Je veux ajouter quelque chose. On a parlé de la peau du lion, comme il l'a expliqué. Je reviens à la peau de son congénère, le chat, que les gens ne savent pas. La peau du chat, on tanne le chat avec les spirituels, les hauts spirituels, comme on les appelle. Et la peau du chat, c'est un parchemin pour aller dans l'espace. Ah bon? Ah oui. Il faudrait que l'Afrique commence à s'approprier de ses valeurs. Mais tu ne vas pas nous dire que tu n'es pas spirituel. Non. Suivez mon regard. Non. Allons-y. Non, ça c'est une remarque que je voulais faire sortir. Oui. Donc on tend la peau du chat. On tend la peau du chat et avec toutes ces poils. Y compris la moustache surtout. Et ça devient
on appelle ça, les autres appellent natte. Non, la natte qui s'envole là. Natte volante là. Natte volante là. En Afrique, on utilise la peau du chat tanné. Pour voyager. Pour voyager. Dans l'espace. Oui. Ça, c'est sur le plan spirituel. Bien sûr. Oui. Bien sûr. Il suffit juste de faire une incantation et de donner, tu appelles ça comment? Oui, de l'énergie. Ça a déjà l'énergie, mais il faut donner un code. Oui, voilà. Ça a un Il code. faut avoir les clés. Quand tu donnes ce code, tu peux partir en Amérique avec ça. Pas pour faire du mal, hein, mais aller dans l'espace. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que les gens confondent la base astrale, ceux qui partent boire du sang humain. Oui. Je parle du voyage astral. Je n'ai pas parlé des... Oui, bien entendu. C'est-à-dire pour aller chercher formules et venir les développer ici. Justement pour le développement de sa communauté. Le chat est plus fort là-bas que le lion. Effectivement. Ah, c'est très important de le dire. N'allez pas le faire à la maison, d'ailleurs, puisque vous n'avez pas de code. Venez en Afrique à la reconnexion. Venez vous reconnecter, vous initier pour connaître ces choses-là. Il y aura certainement un moment où les initiés vont commencer à partager certains codes. Mais il faut déjà connaître. Vous savez, on a parlé des chats dernièrement qui sont attachés dans les boutiques. Ne prenez pas votre chat, vous l'attachez dans votre boutique, sans code. Effectivement. Il est attaché là à cette boutique parce qu'on lui a donné un code à partir duquel il fait un certain nombre de missions. Il accomplit un certain nombre de missions qui sont attachées à la protection de la boutique, protection spirituelle et physique de la boutique, contre le vol, contre les pertes d'argent, etc., etc. Mais il y a des codes. Mais ces codes, nous devons d'abord indiquer qu'ils existent et qu'ils sont plutôt scientifiques que magiques et que, à force de s'intéresser à l'Afrique, nous allons devenir encore plus grands. Il faudra pour cela se débarrasser de l'aliénation qui nous caractérise depuis belle lurette, afin d'être donc disposés à recevoir ces enseignements scientifiques et non magiques qui nous permettront ces expériences positives qu'on vient de dire justement, maître, et puis ici. Alors, le temps passe très vite, hein. Nous sommes pratiquement presque à l'heure. Et donc, ça introduit la prochaine et certainement la dernière question avant de conclure cette émission. Le rôle du lion dans la société. Mais plus lion comme animal, mais plutôt comme lion comme un dieu, comme tu l'as dit, comme tu l'as si bien dit tout à l'heure. C'est pourquoi est-ce que nous voyons beaucoup de chefs ici matérialiser leur force par la peau, n'est-ce pas, de la panthère, où chaque fois pour s'asseoir quelque part, il y a toujours la peau de la panthère. Et leurs chaises, généralement, sont confectionnées. Nous voyons les accoudoirs sont avec la tête et la crinière du lion. Et puis, il y a la panthère, sur la peau de panthère, sur laquelle, justement, ils posent leurs pieds. Signe de puissance et d'autorité, maître. Comme elle vous a dit, la peau de panthère, c'est l'universalité des énergies. Parce que toute la junte animale s'est réunie pour donner ses énergies. Mais elle est également ce qui permet de se mémorer l'origine de tout. Parce que lorsque nous allons à la quête des énergies, nous devons nous référer au commencement. Et la peau de panthère porte l'universalité. Puisqu'elle porte l'universalité, elle porte le commencement, elle porte la fin s'il y a une fin. Oui, parce que c'est une question très importante. C'est pas évident que l'Afrique connaisse la fin. On aura l'occasion d'aborder cette thématique dans cette émission. Donc, la peau de panthère est donc, pour l'initié, un instrument indispensable de connexion avec le commencement, mais également avec l'universalité des énergies disponibles. D'accord.
Ce sont les animaux qui ont conféré au lion son pouvoir, qui est devenu aujourd'hui le roi de la forêt. S'il faut faire le parallèle avec nous les humains et prendre un groupe d'initiation comme le Mbok par exemple, est-ce la même chose? Est-ce la communauté qui adobe le Mbok dans une quelconque succession? Parce qu'aujourd'hui nous voyons que ça se transmet de génération en génération avec, comment je vais dire ça, de famille en famille. Est-ce que quand on succède à son père qui est un Mbok, la communauté a son mot à dire pour faire le parallèle avec justement ces animaux-là qui se sont concertés pour donner le pouvoir au lion pour qu'il devienne le roi de la forêt? Oui, je vais un peu rentrer en arrière. D'accord. Quand on dit, il y a combien de règnes? Quand on était en quoi là? En géographie? Non. En géologie? En sciences naturelles. Il y a deux règnes. Le règne animal et le règne végétal. Mais l'humain appartient à quel règne? Bonne question. Règne animal. Je veux tout simplement dire que quand on entend que les animaux se sont réunis, ils ont fait ceci, ils ont fait cela. Il s'agit des humains. Il s'agit des humains, toi et moi, elle et moi, et nous nous sommes concertés, on a dit telle personne peut guider le peuple. Mais la personne qui vient pour dire, c'est moi le fils du chef, c'est moi le fils du Mbombo, je dois hériter. Non, 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 non. Attends que le peuple te désigne en tant que successeur de ton père. Il y a ça de deux. Le sac comme chez nous, il y a un sac de reliques qui est dans chaque famille où il y avait le Mbombo. Même si ça fait plus de 200 ans. Ce sac existe toujours. Donc le peuple avait déjà dit, à l'époque de ton arrière-grand-père, ce mot, ces paroles, cette bénédiction entre guillemets existe toujours. Et quand on dit le Mbok, toi tu dois réveiller le Mbok. Ça veut dire que tu vois le peuple qui est là à l'instant, reconfirme, je peux utiliser ce verbe, que c'est toi. Tu peux arriver dans une famille où il y a 9 enfants et que les ancêtres choisissent le dernier. Il n'est pas toujours dit que parce que c'est toi qui es le fils aîné que tu dois hériter de ce sac. Voilà pourquoi il y a trop de problèmes aujourd'hui. Le dernier né peut être désigné par les ancêtres en tant que héritier de ce sac de Mbombo. Ça veut dire qu'à celui, on lui donne tout le pouvoir avec les ancêtres. Et les humains affirment. Et on vient, on te dit, c'est toi le Mbombo. Ce n'est pas le hasard. Ce n'est pas le Mbombo. Ce n'est pas le Mbombo qu'on achète. Ce n'est pas le Mbombo qu'on arrache parce qu'on a le pouvoir quelque part. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu un peu à votre question. Les 16 animaux qui se sont réunis, c'est nous les humains. Le pouvoir qu'on confère au lion, c'est le pouvoir qu'on confère à notre Mbombo. Puisque chez nous, on ne connaissait pas les chefs. Bon, à l'ouest, je crois que c'est la même chose. Il y a toujours un sac de reliques qui indique que c'est tel enfant, c'est tel enfant. Bon, est-ce qu'à un certain moment donné, ces animaux-là ne vont pas dire que pourquoi est-ce que c'est toujours le lion de génération en génération je ne vous coupe pas, mais la parole donnée en Afrique reste la parole donnée. Personne ne pourra jamais remettre en cause la parole qui a été donnée il y a de cela 1000 ans, 2000 ans. C'est ça la particularité de l'Afrique. D'accord. Je pose cette question parce que, faisant le parallèle avec l'humain, et ça me pousse à comprendre effectivement que les animaux sont plus intelligents que nous et ils sont même avant-gardistes. Parce que chez nous, les humains, on a souvent ce problème de succession. À un certain moment donné, on se pose la question de savoir pourquoi est-ce que depuis belle lurette, c'est toujours la même famille, c'est toujours la même famille, c'est toujours la même famille. Mais vous savez, je pense que cette question, on la pose de cette manière parce qu'il y a une influence d'une civilisation étrangère sur une autre civilisation. Très bien, voilà. Si on reste dans la civilisation africaine, il n'y a absolument pas de problème à ça. D'accord. Pourquoi? Parce qu'en fait, la nature, c'était les doigts de la main. Vous savez, ces doigts de la main, chacun a sa place.
chacun a sa taille. Et chacun son Chacun rôle. a sa forme. Chacun a son rôle. Nul n'a besoin de prendre la place de l'autre. Nul n'a besoin d'envier le rôle ou la taille de l'autre, tels qu'ils sont là. Au contraire, s'il change de forme, il sera plus content. Vous avez déjà vu des infirmes de dos de la main. Vous voyez bien que si on a coupé ici, il n'est pas content. Il est toujours en train de se bouger là, que vraiment, il faut me remettre, redonner-moi ma forme. Pourquoi? Parce que s'il n'a pas sa forme, il ne peut pas jouer son rôle dans la mission qui est dévolue à la main. C'est pareil pour l'ordre social africain. Chacun reçoit en fonction d'une vision. Et que lorsque la vision est apparue, on prononce les mots qui permettent de donner et les mots qui permettent à celui qui reçoit de recevoir. Du moment où la communauté se retrouve en ce chef-là, quelles qu'en soient les générations, ça ne pose aucunement de problème. Lorsque ce chef cessera d'être celui qui doit être chef, pour utiliser ce thème que je ne connais pas beaucoup dans ma culture, un événement adviendra pour changer cet ordre des choses. Et cet événement indiquera très bien que la chefferie n'est plus ici, elle est désormais là. D'accord. Donc, il ne faut pas dire que le Mbok ou bien la vision ancestrale, elle est immuable. Non, elle est ouverte. Mais la parole sortie, prononcée, ne rentre pas. C'est pourquoi on voit justement dans certaines communautés des rois usurpateurs qui ont pris le pouvoir, soit par son porte-monnaie, soit par connivence avec certains. Mais toujours est-il que, quel qu'en soit le nombre de temps qu'il fera là-bas, le jour viendra où le vrai chef, on va dire que depuis telle période, nous savons qu'il n'y a pas de chef. Quand on a usurpé, on n'est pas chef. Même si on porte tous les attributs, tous les oripeaux, même si on s'assoit même sur la chaise du chef, dans la case du chef, qu'on entre même dans la forêt sacrée, quand on a usurpé, on n'est pas chef. Quand on a usurpé, on n'est pas Mbombok. Le peuple sait que vous n'êtes pas Mbombok. Et vous ne pouvez pas accomplir les missions destinées au Mbombok. Vous serez quelqu'un qui échoue, qui se pose pour les questions, et puis parce que vous êtes un usurpateur, non, en réalité. C'est ça la réalité. Jusqu'à l'arrivée du roi. Moment où le Mbombok ou le chef va arriver. Vous comprenez? L'usurpation ne vous donne pas l'attribut. D'accord. Même si vous avez toutes les apparences, en réalité, il vous manquera toujours quelque chose. D'accord. Moi, je parle un peu de la confusion entre le chef et le guide d'un peuple africain. Parce qu'ils nous ont, moi je ne cite pas souvent les contemporains, mais ils nous ont amené des titres qui ont confondu le chef et le guide. Par exemple, dans notre pays, à l'ouest de notre pays, le Cameroun, le chef est en même temps Mbombok. C'est-à-dire, c'est lui qui détient le pouvoir, le pouvoir spirituel de ce peuple. Par contre, chez nous, les Bassa, le Mbombok, sauf s'il cherche à être chef, n'est jamais chef. Parce que le chef, c'est un auxiliaire de l'administration qui ne peut jamais avoir le pouvoir spirituel ancestral. Mais pour nous confondre, pour nous confronter, quand on dit Mbombok, ça veut dire que tu vois le chef, c'est lui qui est assis là-bas, c'est Dieu le Père, c'est ça qui a fait que même le pouvoir spirituel s'enfuit. Parce que moi je dis aux gens ici que le pouvoir, quand tu as le pouvoir donné par les ancêtres, tu n'es pas un homme qui exprime sa force, à peu près comme le chat. Tu es un homme mesuré, posé, et qui sait diriger son peuple, parce qu'il y a un esprit qui te dit, voilà le monsieur qui vient, il a peut-être beaucoup d'argent, mais il n'a pas raison. Si tu tranches mal le problème, toi-même tu t'en vas. C'est le pouvoir imminent. La justice immanente. Mais aujourd'hui, on confond tout.
Moi, je trouve que c'est où se trouve le problème. Oui. Et quel est donc le rôle, en Pays Bassa par exemple, quel est donc le rôle du Mbombok et quel est donc le rôle du guide? Comme tu l'as si bien dit, à l'ouest par exemple, on peut cumuler les deux. Oui. C'est-à-dire, voilà, c'est-à-dire, tu es à la fois celui qui représente ton peuple sur le plan spirituel et sur le plan matériel. Ça veut dire que tu es le guide de ces derniers. Oui. Bon, la différence donc qu'il y a en Pays Bassa entre le Mbok, le Mbombok et le guide, quelle est la différence et quel est le rôle de chacun? Il faut d'abord dire... qui parle? Oui, il faut d'abord dire que c'est une question coloniale. C'est-à-dire que lorsque la colonisation était arrivée, les colons voulaient utiliser les systèmes gouvernants traditionnels, les locaux, pour perpétuer le colonialisme. D'accord. Certains guides, le meilleur exemple à l'ouest, c'est le roi Njoya. Le roi Njoya a accepté sous condition de travailler avec les colons, comme il a accepté sous condition de travailler avec les Arabes islamisants, en préservant ses valeurs traditionnelles, dont il était tantôt musulman, tantôt chrétien. Il était musulman, chrétien, et en même temps un Africain qui gardait sa pratique spirituelle et sa pratique sociale africaine. Alors, ça a permis qu'il y ait eu une évolution qui a fait que son peuple est demeuré un peuple africain sans subir extrêmement les agressions coloniales, et à l'extrême, même s'ils ont toujours subi ces agressions. Chez nous, et pas seulement chez les Bassa, mais chez bien d'autres pays, même les Ekans, même je vois beaucoup d'autres peuples, y compris même beaucoup de peuples du Nord, le colonialisme a été complètement rejeté. Parce qu'on avait vu que dans la vision du colonialisme, nous allons devenir les ennemis les uns les autres, il y avait beaucoup de problèmes qui allaient être, etc. Alors, parce qu'on a donc rejeté le colonialisme, il y a eu cette guerre qui a fait que on ne peut pas utiliser les leaders sociaux de nos peuples pour perpétuer le colonialisme. Alors, pour le faire, pour s'en sortir quand même, puisqu'ils ont dominé cette guerre, les colons ont donc créé des chefferies. C'est-à-dire que là où il y avait un Mbombok ou un chef de famille qui dirigeait son peuple, eh bien c'est devenu un chef administratif, un chef colonial. Et on a commencé à essayer d'utiliser les attributs de la direction sociale de nos peuples par les chefferies. Mais la direction sociale, comme elle a dit Ngossi, la direction sociale a une dimension spirituelle que jamais les chefs coloniaux ou les chefs administratifs ne peuvent avoir. Le Mbombok demeure la personne qui a cette dimension spirituelle, physique, sociale de diriger un peuple. Et il sait comment il dirige un peuple. Avec les anciens, avec les femmes, etc. Donc il faut considérer qu'en réalité le Mbok aujourd'hui est en retour, parce qu'à un moment donné il était l'objet de la répression la plus sauvage par le colonialisme. Maintenant que le colonialisme est venu, il revient un peu pour se réapproprier sa mission originelle de direction des peuples. Et c'est une mission aussi bien physique, sociale que spirituelle. D'accord. Tu prends là un très bel exemple avec le royaume Bamoun. Justement, quand je faisais des recherches, parce que je suis en train de produire un documentaire sur le royaume Bamoun, on m'a fait savoir effectivement que le roi de Bamoun est beaucoup plus politique que spirituel. C'est pourquoi l'ancien roi, que son cas soit vivifié, était à la fois roi et sénateur. Or, on m'a amené chez le dépositaire du pouvoir spirituel Bamoun, qui était le roi Pit. Et donc, le mont Pit, justement, porte le nom. C'est à ce moment-là que j'ai compris effectivement qu'il y a une différence fondamentale entre
Les deux. Oui. Il y a même dans la vision africaine, la spiritualité africaine, il y a effectivement des porteurs spécifiques et qui sont protégés en tant que tels de la spiritualité de nos sociétés. Même si le Mbombo partage cela, il y a un véritable, si je peux utiliser ce mot puisqu'on parle français, un véritable prêtre qui serait le chez nous. D'accord. C'est un prêtre, c'est lui qui est directement... S'il y a un porteur de la spiritualité, il en est, hein, qu'il partage. Et il y a une véritable différenciation des pouvoirs. Le Mbombok a beau être Mbombo qui connaît tout, qui a tous les pouvoirs, il travaille avec des pôles de pouvoir. D'accord. Des Ngé, des et des anciens de famille, etc. Donc c'est très bien organisé, très précisément organisé. Et comme le disait Madame ici, Ngossi, il est dommage que nous nous intéressons pas beaucoup à cette organisation de nos sociétés qui est plus démocratique que la société prétendument démocratique que nous avons, qui est plus spirituelle que la société de la civilisation actuelle et qui est surtout capable de devenir plus inventive que les sociétés de la civilisation actuelle. D'accord. Nous avons fini avec l'émission. Un dernier mot pour sortir ici. Je n'avais pas fini. D'accord. Allons-y, on accorde dans quelques minutes. Votre question était quoi? Guide. Oui, la différence en pays Bassa entre le Mbok et le guide spirituel. C'est pas si c'est ça. Le Mbombok, voilà, le Mbombok. Voilà, le Mbombok. Moi, je dirais que le guide n'est pas le Mbombok. Pourquoi? Parce que même comme chez vous, même à l'ouest, malheureusement, le temps nous fait défaut. Le guide, c'est quelqu'un qu'on ne voit pas. Le guide est celui qui vient inspirer le Mbombo. Le guide est celui qui vient inspirer l'ancien de famille. Le chef à l'ouest là-bas, je ne sais pas comment on l'appelle. Même ici chez vous, les camps, comme j'ai vu mon collègue l'autre jour, papa ici, le duc, on l'a initié. Il a été initié. Bon, puisque c'est un artiste, il a désormais un guide qui lui dit, fais comme ça. Mais ce guide, il est l'unique à le voir. Ça veut dire que c'est le... Voilà pourquoi on amène celui qui doit entrer en brousse. Celui qui doit être le bonbon ou le quoi là. On l'amène en brousse. Pourquoi on l'amène toujours en brousse? Pour qu'il entre en communication avec le guide. L'esprit guide qui viendra lui dire fais telle chose, fais telle chose. Il y a un événement malheureux qui s'annonce dans ta communauté. C'est ce guide-là que moi je parle ici. Et ce guide, chaque initié, femme ou homme, a son guide. Et que les Africains apprennent à écouter et à connecter et à se connecter et à connecter leur famille à leur propre guide. Je n'ai pas le même guide que Maître Nouga. Donc c'est ça, il faudrait que les Africains entrent dans cette école-là de recherche de guide que les autres, et pourtant il n'est pas loin, que les autres ailleurs on appelle ange gardien. Ah d'accord, l'ange gardien. C'est ça le guide. D'accord. Mais le guide de celui qu'on choisit à introniser est plus fort que ton guide personnel. Ah d'accord. D'accord. Puisqu'elle est amenée à conduire toute une communauté, donc par conséquent. Parce que chaque personne apporte son... Comme chez nous, on fait la chasse-mouche là. Chaque maison apporte ça. Ça. Une brindille de balai. Il y a tout le pouvoir de chaque famille à ce brindille là. Et c'est l'assemblage de ça qui te fait, quand tu entends le chasse-mouche de Mbombo, c'est la communauté qui lui donne. Chaque maison apporte une brindille, apporte le pouvoir, apporte le mot de son guide. Chaque maison a son guide. C'est ce que je parlais de guide ici. D'accord.
Merci beaucoup, Maître. On va très certainement se revoir la semaine prochaine. Ça va très vite? Oui, merci aussi à nos téléspectateurs de nous écouter. Écoutez, nos débats sont ouverts. Hein. Je pense qu'il faut participer. Les questions sont très attendues pour que nous devons le dire très modestement, nous sommes des chercheurs. Donc on n'est pas, je veux dire, la vérité absolue. Et dans la spiritualité africaine ou dans la civilisation africaine, il n'y a pas de dogme. Donc n'hésitez pas à poser des questions. Nous serons heureux de participer à un débat avec vous, nos téléspectateurs. Voilà, madame, monsieur, chers téléspectateurs, ainsi s'achève, n'est-ce pas, cette autre édition, acte 3, hein, n'est-ce pas, de la thématique au son des pas du chat. C'est un plaisir immense, une fois de plus, de vous servir. Et on va vous retrouver très certainement la semaine prochaine avec le même plaisir dans une autre thématique. Prenez soin de vous et restez connectés Kemet Télévision 24 sur 24. Au TEP, au TEP, au TEP.